Je vous parle de la province de Québec qui a perdu sa cote de AA- auprès de l'agence de notation Standard & Poor's et même chose pour Hydro-Québec qui a également été rétrogradé. Et l'abaissement de la cote de crédit, c'est un reflet du piètre état des finances publiques de la province. Et si je traduis le rapport de Standard & Poor's, l'agence trouve que le Québec dépense trop, qu'on a perdu le contrôle du déficit et que notre gestion du budget est imprudente. Il faut comprendre la conséquence de la décote vers un A+, c'est qu'en fait, ça va augmenter le coût de la dette publique. Autrement dit, le Québec, il va devoir verser plus d'intérêts aux investisseurs qui achètent leurs obligations. Et pourquoi? Bien, en fait, c'est parce que les agences de notation comme Standard & Poor's, elles sont là pour déterminer la note de crédit des obligations, que ce soit des obligations corporatives, donc des entreprises, ou des obligations gouvernementales. Et oui, un A+, ça reste très bon. Là, on est encore très loin des junk bonds, mais quand même, c'est une question de confiance. Et dans le monde de la finance, la confiance, ça se paye. Autrement dit, lorsque la cote de crédit d'un emprunteur elle est abaissée, bien, les investisseurs ils perçoivent plus de risques, donc ils s'attendent à avoir un taux d'intérêt plus élevé pour venir compenser ce risque-là. Et on s'entend, là, ça va être une très faible augmentation du taux. L'enjeu, en fait, c'est que c'est la somme d'argent qui est empruntée qui est vraiment énorme. Là. On parle d'une dette nette de 235 milliards de dollars. Il faut savoir que cette année, en 2025, les contribuables québécois ils vont devoir payer 10 milliards de dollars juste en intérêts sur la dette publique. Pour vous illustrer à quel point la dette du Québec nous coûte cher, dites-vous qu'il y a 1 dollar sur 5 des impôts des particuliers. Là, je ne parle pas des impôts des entreprises, je ne parle pas non plus des autres recettes fiscales, mais il y a 1 dollar sur 5 du côté des impôts des particuliers qui sert seulement à payer les intérêts de la dette publique. Ça, c'est tout de l'argent que le gouvernement ne pourra pas utiliser pour les soins de santé, l'éducation ou encore les infrastructures. Et c'est pour ça que c'est grave quand il y a un déficit budgétaire parce que cette dette-là, on va tout devoir l'assumer collectivement. Et là, il ne faut pas se mentir, le déficit actuel, ce n'est pas un accident. C'est le résultat de décisions politiques qui se concentrent seulement sur le court terme. On annonce des nouveaux programmes, on donne des subventions, on envoie des chèques à monsieur, madame, tout le monde, et tout ça dans un budget qui est déficitaire, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le choix de financer leurs dépenses avec de la dette. On dirait qu'ils ont pogné une carte de crédit Mastercard qui n'a pas de limite, puis ils se disent, ben on verra ça plus tard. Sauf que la réalité, c'est que à chaque nouveau déficit, c'est une facture qui est reportée aux futures générations. Et à un moment donné, on verra plus tard, ben ça a des répercussions sur tout le monde. Malheureusement, ils ont essayé d'étirer l'élastique le plus longtemps possible, mais là, on commence à avoir des conséquences réelles. Tu sais, la note de crédit du Québec qui a été abaissée, ben c'est un signal clair que là, si on ne change rien, on s'en va direct dans le dallo. Et oui, ça découle d'une mauvaise gestion des finances publiques. Mais je ne peux pas juste blâmer le gouvernement non plus parce que oui, c'est eux qui prennent les décisions politiques, mais il faut comprendre que de l'autre bord, il y a énormément de pression de la part de l'opinion publique. Ce que je veux dire par là, c'est que les contribuables, ils veulent toujours plus. Et s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ben à ce moment-là, ils vont faire des grèves, ils vont faire des manifestations. Donc, je comprends que ça amène le gouvernement à finir par concéder sur des affaires et que toutes ces demandes-là de la part des contribuables, ben, ça crée une augmentation des dépenses de l'État. Donc, tout ça pour dire que si on veut reprendre le contrôle du déficit, il faut réaliser que le Québec, il manque d'argent et qu'il est impossible de financer l'ensemble des services publics dans l'état actuel des choses.
Et pour régler ce problème-là, il n'y a pas 1000 solutions non plus, là. Il manque de revenus par rapport aux dépenses, donc soit tu coupes sur les dépenses, soit tu augmentes les revenus. Mais pour augmenter les revenus, il faut augmenter les impôts, il faut inventer des nouvelles taxes pour que les contribuables payent plus. Mais tant qu'à moi, les Québécois sont déjà assez étouffés de même, donc la solution, ce serait pas d'augmenter l'impôt ou de créer des nouvelles taxes qu'on doit payer. La vraie solution pour moi, c'est de limiter la taille du gouvernement. Selon Statistique Canada, le nombre d'employés dans le secteur public au Québec est rendu à plus de 1 115 000 personnes, ce qui représente à peu près 25% de l'ensemble des travailleurs. Donc, autrement dit, il y a un travailleur sur 4 qui travaille pour l'État, soit directement comme fonctionnaire, mais sinon, c'est du côté du parapublic, donc les soins de santé, l'éducation, tout ça. Et si un jour on veut retourner vers l'équilibre budgétaire, il va falloir couper dans les couches bureaucratiques, il va falloir minimiser les aides financières de l'État. Et je suis pas en train de dire de retirer le filet social du Québec, je pense juste que c'est pas nécessaire que le gouvernement subventionne autant d'affaires et qu'il envoie des cadeaux électoraux sous forme de chèques à 95% de la population, surtout dans un contexte de budget déficitaire, parce que c'est pas comme s'il avait réussi à dégager un surplus puis qu'après ça, il décidait de le redistribuer aux contribuables. On est loin de ça avec le déficit de 13,6 milliards de dollars, et ça, c'est pour le budget 2025 du Québec. On est loin d'être en surplus. Et l'autre chose qui a également été mis de l'avant par l'agence Standard & Poor's, c'est qu'il devrait y avoir plus de rigueur au niveau des décisions financières au Québec, et c'est là que ça devient assez difficile de mettre ça en place parce que il n'y a personne d'imputable au gouvernement. Si jamais ils font des mauvais choix, il n'y a personne qui perd sa job, puis il n'y a personne qui doit assumer les pertes de sa poche. Dans le secteur privé, quand tu es en affaires puis que tu prends de mauvaises décisions, tu vas en subir les conséquences. Tu peux perdre des clients, tu peux subir une baisse de tes profits, tu peux te faire poursuivre. Ultimement, tu peux même être obligé de fermer les portes de ta business. Tandis que de l'autre bord, les politiciens, ils n'ont pas cette pression-là de prendre les meilleures décisions, et surtout, la grosse différence, c'est que c'est pas leur cash. Les fonds publics, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont durement gagné. Donc à ce moment-là, c'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Et malheureusement, c'est ça qui fait en sorte que le gouvernement décide d'investir autant d'argent dans des entreprises comme Lion Electric, Taiga Motors et Nordvolt. C'est toutes des compagnies non rentables qui ont toutes fini par faire faillite, et l'absence d'imputabilité, ça mène également à des fiascos financiers comme la mise en service de SACLIC. Et on s'entend, là, c'est pas un projet révolutionnaire à la NASA, pourtant, SACLIC, ça va nous avoir coûté 1,1 milliard de dollars. Je vous rappelle que le budget initial était de 638 millions et qu'il y a eu un petit dépassement des coûts d'environ 500 millions. Et une dernière chose qui va nécessiter un changement important, à mon avis, c'est du côté de l'exploitation des ressources naturelles au Québec. Parce que honnêtement, on n'a pas les moyens financiers de mettre une croix sur les hydrocarbures. Le Québec se prive de ses ressources naturelles pour sauver la planète. C'est un peu comme si un sans-abri refuserait un manteau de fourrure en plein hiver pour faire sa part contre la cruauté animale, dans le sens que oui, l'objectif est noble, mais tu peux pas te permettre ce genre de sacrifice-là quand tu roules dans un déficit depuis des années, malgré le fait que les Québécois sont ceux les plus taxés en Amérique du Nord. Tu sais, le Québec est assis sur un immense potentiel. Je parle ici du gaz naturel qu'on pourrait entre autres liquéfier et envoyer en Europe, là où la demande est énorme, surtout depuis que plusieurs pays veulent se sortir de leur dépendance au pétrole et au gaz naturel russe. Et c'est pas juste une opportunité économique pour nous, là. C'est une opportunité environnementale à l'échelle mondiale, parce que ce gaz-là, si c'est pas nous qui le fournissons, ça va être un autre, et souvent cet autre-là, c'est un pays qui a des standards environnementaux beaucoup plus bas, ou pire encore, c'est un pays qui produit encore son électricité avec du charbon. C'est juste pour mettre ça en perspective, brûler du charbon pour produire de l'électricité, c'est environ le double des émissions de gaz à effet de serre par rapport au gaz naturel. Puis la Chine, en ce moment,
elle roule encore plus de 1000 centrales au charbon, puis elle en construit encore d'autres. Donc en comparaison, si nous, on exportait notre gaz naturel liquéfié, on pourrait contribuer à réduire les émissions globales de GES, tout en générant des revenus pour financer notre propre transition énergétique. Et c'est ça que je trouve triste, c'est qu'on se pense plus vert ou plus écologique en bloquant tout développement énergétique ici, en interdisant l'exploitation des hydrocarbures, mais pendant ce temps-là, le reste du monde continue d'augmenter ses émissions. Si on veut vraiment avoir un impact sur la planète, faut arrêter de regarder juste ce qui se passe à l'intérieur du Québec. Il faut commencer à penser à plus grande échelle. Notre gaz naturel produit avec nos normes environnementales qui sont plus strictes, il pourrait remplacer une partie du charbon qui est encore utilisé dans plusieurs pays. Et dans ce cas-là, on ne parle pas de scénario hypothétique, de peut-être ou d'un rêve qui pourrait se réaliser dans 10 ans. La demande, elle est là présentement. Donc, il faut arrêter de se mettre des œillères parce que c'est pas en sacrifiant nos propres intérêts économiques puis en jouant aux martyrs écologiques qu'on va changer quoi que ce soit. Si on veut vraiment contribuer à la réduction des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, c'est en offrant une alternative qui est plus propre. Du moins, c'est mon opinion. Et encore là, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lutter contre la pollution puis les changements climatiques. C'est juste que je considère qu'il y a une façon plus stratégique de le faire que de simplement interdire l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Et ce que je trouve plate avec tout ce qui se passe présentement, avec Trump, les tarifs puis les marchés boursiers qui sont en baisse, c'est que j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui ont quasiment oublié que lundi prochain, c'est le scrutin pour les élections fédérales. D'ici une semaine, on va élire le nouveau premier ministre du Canada à un moment ultra critique du point de vue économique. Et oui, en partie pour négocier avec Trump, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça, là. Parce que peu importe qui va être élu, il n'y a personne qui va tenir tête à Trump puis qui va lui dire quoi faire. On ne peut pas être plus Trump que Trump. Tant qu'à moi, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Ici, je parle des politiques d'immigration au Canada, l'exploitation des ressources naturelles, la gestion de la dette publique, etc. Et je sais que l'impact individuel d'un seul vote, ça a l'air insignifiant, mais si on se dit tout ça et que finalement, il y a juste les personnes de 50, 55 ans et plus qui vont voter, je suis pas convaincu que vous allez être satisfait du résultat de l'élection. Et même si le système démocratique n'est pas parfait, reste que les élections, c'est le seul moment où on a le moindrement de poids sur la direction des décisions politiques. Mais honnêtement, je peux pas en vouloir au monde qui préfère regarder les games du Canadien de Montréal plutôt que de suivre les élections fédérales. Au fait, même notre premier ministre, M. Legault, il préférait être au Centre Bell plutôt que de regarder le débat des chefs en direct. Et en même temps, je le comprends. Pourquoi se casser la tête avec des enjeux nationaux quand tu peux prendre une bonne bière en regardant une partie de hockey? Et si je peux me permettre, mon message à tous mes auditeurs, c'est que peu importe pour qui vous allez voter, il faut absolument aller voter le 28 avril, donc c'est lundi prochain. Honnêtement, si tu chiales sur les choix du gouvernement, les services publics, les taxes et les impôts, faut que tu profites de la seule occasion que tu as pour choisir un parti qui s'aligne le plus sur tes priorités, sur tes valeurs et sur ta vision politique. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.